La plantation Anderson s'étendait sur 3000 acres de terre fertile en Alabama, à 20 miles au sud de Montgomery. William Anderson l'avait bâtie de ses propres mains pendant 20 ans, transformant des champs de coton en empire prospère. Sa femme Nancy, fille d'un riche marchand de Charleston, avait quitté le confort de la ville pour le suivre dans cette aventure. Leur maison coloniale à colonnes blanches dominait les champs, symbole de leur réussite. Nancy avait 32 ans quand William mourut d'une fièvre brutale en mars 1852. En 5 jours, l'homme robuste qui dirigeait la plantation d'une main ferme passa de la pleine santé à l'agonie. Les médecins venus de Montgomery ne purent rien faire. Nancy resta à son chevet jusqu'à la fin, tenant sa main pendant qu'il délirait dans la fièvre. Le matin du 6e jour, William rendit son dernier souffle. Nancy poussa un cri qui glaça le sang de tous ceux qui l'entendirent. Ce n'était pas un simple cri de douleur, mais quelque chose de plus profond, comme si une partie d'elle-même venait de se déchirer. Les funérailles rassemblèrent tous les planteurs de la région. Nancy resta debout près du cercueil pendant des heures, refusant qu'on l'enterre. Ses amis tentèrent de la consoler, mais elle ne semblait pas les entendre. Son regard restait fixé sur le visage cireux de William, comme si elle espérait le voir rouvrir les yeux. Quand on descendit enfin le cercueil en terre, Nancy s'effondra. On dut la porter jusqu'à la maison. Elle passa les 3 jours suivants enfermée dans sa chambre, sans manger ni boire. Les domestiques l'entendaient parler seul, comme si William était encore là. Emeka travaillait aux écuries depuis son arrivée sur la plantation 5 ans plus tôt. À 28 ans, il possédait une stature impressionnante et des traits qui, par un hasard étrange, rappelaient ceux de William Anderson. Même taille, même carrure, même port de tête. Les autres esclaves l'avaient remarqué depuis longtemps, mais personne n'osait en parler. La première fois que Nancy le vit vraiment, c'était une semaine après l'enterrement. Elle traversait la cour quand Emeka sortit des écuries. La lumière du matin tombait sur son visage d'une certaine façon, et Nancy s'arrêta net. Son sœur se mit à battre violemment. Pendant une seconde, elle avait cru voir William. Elle s'approcha lentement, scrutant le visage d'Emeka. Le jeune homme baissa les yeux, mal à l'aise sous ce regard intense. Nancy tendit la main, effleura son épaule, puis recula brusquement, comme brûlée. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Emeka, madame. »« Regarde-moi. » Emeka leva les yeux. Nancy resta immobile, le souffle court. La ressemblance n'était pas parfaite, mais suffisante pour réveiller quelque chose en elle. La même largeur d'épaule, la même façon de se tenir droit, même la ligne de la mâchoire évoquait William. « Tu travailles où exactement ?»« Aux écuries, madame. Je m'occupe des chevaux. » Nancy hocha la tête et repartit vers la maison, mais elle se retourna plusieurs fois pour le regarder. Emeka sentit un frisson d'inquiétude le parcourir. Il connaissait ce regard. Il avait vu d'autres maîtresses observer certains esclaves de cette façon, et rien de bon n'en résultait jamais. Les jours suivants, Nancy trouva diverses raisons pour passer près des écuries. Elle demandait des nouvelles des chevaux, inspectait le matériel, donnait des ordres inutiles. Mais son regard revenait toujours sur Emeka. Elle l'observait travailler, notant chaque geste, chaque mouvement. Un matin, elle fit appeler le contremaître, un homme rude nommé Higgins, qui gérait la discipline sur la plantation. L'esclave Emeka, celui des écuries. « Je veux qu'il soit affecté à la maison. » Higgins fronça les sourcils. « Mais madame, c'est notre meilleur palefrenier. Les chevaux, oui. J'ai besoin de quelqu'un de fort pour déplacer les meubles. Depuis que monsieur Anderson est parti, personne ne s'occupe de ces choses. Trouve quelqu'un d'autre pour les chevaux. » Le ton ne laissait pas place à la discussion. Higgins s'inclina et alla chercher Emeka. Emeka fut installé dans les quartiers des domestiques de la maison principale. On lui donna de nouveaux vêtements, plus propres que ceux qu'il portait aux écuries. Nancy le fit venir dans le bureau de William le lendemain de son transfert. La pièce sentait encore le tabac que William fumait. Ses livres de comptes étaient ouverts sur le bureau, sa veste pendue au dossier du fauteuil. Nancy n'avait touché à rien depuis sa mort. « J'ai besoin que tu déplaces cette armoire », dit-elle en désignant un meuble massif contre le mur. Emeka s'exécuta sans un mot. Nancy le regardait travailler, les bras croisés. Quand il eut fini,
Elle lui donna un autre ordre, puis un autre. Des tâches simples qui auraient pu attendre, qui n'avaient pas vraiment d'urgence. Mais elle voulait le garder là, sous ses yeux. « Mon mari avait la même force que toi, » dit-elle soudainement. « Il pouvait soulever un sac de grains comme si ce n'était rien. » Emeka ne répondit pas. Il savait qu'il ne devait pas parler, sauf si on l'interrogeait directement. « Tourne-toi vers la fenêtre. » Il obéit. Nancy s'approcha dans son dos, si près qu'il sentit son souffle sur sa nuque. « Oui, » murmura TL, la même silhouette exactement. Cette nuit-là, Emeka ne put dormir. Il sentait que quelque chose de dangereux se préparait. Les autres domestiques l'avaient remarqué aussi. Martha, la cuisinière, une femme d'une 50aine d'années qui travaillait dans la maison depuis 30 ans, le prit à part. « Fais attention, mon garçon. La maîtresse n'est plus elle-même depuis que le maître est parti. Elle a l'esprit dérangé par le chagrin. Qu'est-ce que je peux faire? Je dois obéir. » Obéis, mais reste prudent. Ne te retrouve jamais seul avec elle si tu peux l'éviter. Mais éviter Nancy devint impossible. Elle le réclamait constamment. Le matin pour qu'il l'aide à choisir les provisions, l'après-midi pour déplacer des meubles, le soir pour fermer les volets. Des prétextes de plus en plus transparents. 3 semaines après la mort de William, Nancy fit quelque chose qui glaça Emeka jusqu'aux os. Elle entra dans le bureau où il rangeait des livres et posa sur la table un costume complet de William. Chemise blanche, gilet, pantalon noir, même les bottes cirées. « Mais ça, » dit-elle simplement. Emeka regarda les vêtements sans comprendre. « Madame ?» J'ai dit « mais ces vêtements, tout de suite. » Le ton était sans appel. Emeka prit la chemise avec des mains tremblantes. Nancy resta là, le regardant se changer. Le costume lui allait presque parfaitement. William avait été un peu plus large d'épaules, mais la différence était minime. Quand Emeka fut complètement habillé, Nancy fit le tour de lui lentement, ajustant le col de la chemise, tirant sur les manches. Ses mains tremblaient légèrement. « Tiens-toi droit. » William se tenait toujours très droit. Emeka redressa le dos. Nancy recula de quelques pas, le dévisageant avec une intensité dérangeante. Des larmes coulaient sur ses joues, mais elle souriait. « Mon Dieu !» murmura TL. « C'est presque comme s'il était revenu. » Elle s'approcha encore, posa sa main sur la poitrine d'Emeka, juste au-dessus du sœur. Le jeune homme se figea, tous les muscles tendus. Il savait que le moindre mouvement brusque pouvait être interprété comme une agression, et un esclave noir, accusé d'avoir menacé une femme blanche, ne vivait pas assez longtemps pour voir un procès. « Tu peux y aller, » dit finalement Nancy, « mais garde ces vêtements. Tu les porteras désormais quand tu travailles dans la maison. » Cette nuit-là, Emeka resta longtemps éveillé dans le noir. Il savait que les choses allaient empirer. Martha avait raison. La maîtresse avait l'esprit dérangé et lui se retrouvait pris dans sa folie. Les jours suivants confirmèrent ses craintes. Nancy lui faisait porter les vêtements de William chaque jour. Elle l'appelait dans le bureau et lui demandait de s'asseoir dans le fauteuil de William, de tenir ses livres, de faire semblant de lire. Elle restait debout derrière lui, les mains sur le dossier du fauteuil, murmurant des choses qu'Emeka ne comprenait pas toujours. Parfois elle parlait comme si William était vraiment là. « Tu te souviens de ce jour où nous avons acheté ce terrain près de la rivière? Tu étais si fier. Ou encore, dis-moi que tu ne vas pas me laisser seul, William. Promets-le-moi. » Emeka gardait le silence, raide comme une statue. Il avait peur de bouger, peur de parler, peur de briser l'illusion et de déclencher la colère de Nancy. 1 mois après la mort de William, la situation prit un tournant plus sombre. Nancy fit venir Emeka dans sa chambre à coucher pour la première fois. Il monta l'escalier avec un sentiment de terreur grandissant. La chambre était exactement comme William l'avait laissée. Ses affaires personnelles étaient disposées sur la commode, sa robe de chambre pendue près du lit, même ses pantoufles étaient posées côte à côte sur le tapis. « Assieds-toi là », dit Nancy en désignant le fauteuil près de la fenêtre où William avait l'habitude de lire le soir. Emeka s'assit, les mains crispées sur les accoudoirs. Nancy s'installa sur le lit, les yeux fixés sur lui. « Lise-moi quelque chose. »« Madame, je ne sais pas lire. » Le visage de Nancy se décomposa.
Non, bien sûr. William savait lire. William lisait tellement. Elle se leva brusquement, marcha jusqu'à la fenêtre, puis revint vers Emeka. « Parle-moi alors, dis n'importe quoi. J'ai juste besoin d'entendre une voix d'homme dans cette chambre. » Emeka ne savait pas quoi dire. Il resta silencieux, et Nancy sembla l'accepter. Elle s'allongea sur le lit, regardant le plafond. « Reste là jusqu'à ce que je m'endorme, » murmura-t-elle. William restait toujours jusqu'à ce que je m'endorme. Cette nuit-là fut la première de beaucoup d'autres. Nancy prit l'habitude de faire venir Emeka dans sa chambre chaque soir. Elle lui faisait porter la robe de chambre de William, s'asseoir dans le fauteuil, rester là pendant des heures. Parfois elle dormait, parfois elle restait éveillée à lui parler comme si c'était vraiment William. Les domestiques commencèrent à murmurer. Martha essaya d'en parler à Nancy, mais la maîtresse la fit taire sèchement. Le contremaître Higgins, préoccupé par la réputation de la plantation, tenta aussi d'intervenir. « Madame Anderson, les gens parlent. Ce n'est pas convenable qu'un esclave... »« Qu'un esclave quoi ?» coupa Nancy, la voix glaciale, « qu'il m'aide dans ma maison. Qu'il accomplisse les tâches que je lui donne. C'est exactement son rôle, non ? Oui, madame, mais la façon dont je gère ma propre maison ne regarde que moi, Higgins. Occupez-vous des champs et laissez-moi tranquille. » Et Higgins battit en retraite, mais il n'était pas convaincu. Il écrivit discrètement au frère de Nancy à Charleston, lui faisant part de ses inquiétudes. 6 semaines après la mort de William, Nancy organisa un dîner pour quelques planteurs voisins. C'était la première fois qu'elle recevait depuis le deuil, et tout le monde espérait que c'était un signe qu'elle reprenait goût à la vie. Les invités arrivèrent en fin d'après-midi. Il y avait les Pritchard, propriétaires d'une plantation à l'est, les Caldwell qui possédaient des terres près de la rivière, et le vieux juge Henderson qui avait été un ami proche de William. Le dîner commença normalement. Nancy semblait presque elle-même, parlant de la récolte à venir, des nouvelles de Montgomery, des sujets habituels. Les invités se détendaient, soulagés de voir qu'elle allait mieux. Puis vint le moment de servir le plat principal. Nancy sonna la clochette, et Emeka entra, vêtu du costume de William, portant un plateau avec le rôti. Un silence pesant tomba sur la table. Madame Pritchard écarquilla les yeux. Le juge Henderson toussa dans son poing. Caldwell fixa Nancy avec incrédulité. « Nancy, dit doucement le juge, qui est cet homme ?»« C'est Emeka, » répondit Nancy avec un sourire. « Il porte les vêtements de William. Vous ne trouvez pas qu'il lui ressemble ?» Le malaise était palpable. Madame Pritchard murmura quelque chose à son mari. Emeka servait en gardant les yeux baissés, sentant tous les regards braqués sur lui. « Nancy, ma chère, » intervint Madame Caldwell d'une voix douce, « peut-être que ce n'est pas... »« Pas quoi ?» demanda Nancy, le ton soudain tranchant. « Pas approprié. C'étaient les vêtements de mon mari, et maintenant ils servent à quelqu'un d'autre. Où est le problème ? Vont. Ce n'est pas la question, dit fermement le juge Henderson. C'est inhabituel, et les gens vont parler. Laissez-les parler. Nancy se tourna vers Emeka qui finissait de servir. Reste ici. Tiens-toi derrière ma chaise, comme William le faisait quand nous recevions. William n'avait jamais fait ça, et tout le monde le savait. Emeka hésita une seconde de trop, et Nancy frappa la table du plat de la main. J'ai dit reste ici. Emeka prit position derrière la chaise de Nancy, raide comme un piquet. Les invités échangèrent des regards entendus. Le reste du dîner fut tendu. Les conversations tombaient à plat, les silences s'étiraient. Dès qu'ils le purent poliment, les invités prirent congé. Le juge Henderson fut le dernier à partir. Il prit Nancy à part dans le hall. « Ma chère enfant, je me dois de vous parler franchement. Ce que vous faites avec cet esclave n'est pas sain. Vous vous accrochez à l'ombre de William, mais ce n'est qu'une ombre. Vous devez accepter qu'il soit parti. » « Vous ne comprenez pas ?» dit Nancy, les yeux brillants de larmes. « Quand je le vois quand il porte les vêtements de William, c'est presque comme si une partie de lui était encore là. Ne m'enlevez pas ça. C'est tout ce qui me reste. Ce n'est pas William, Nancy.
C'est un esclave qui lui ressemble vaguement, et ce que vous faites va ruiner votre réputation et la sienne. Vous devez arrêter avant qu'il ne soit trop tard. » Mais Nancy secoua la tête et se retira dans sa chambre sans un mot de plus. Après le désastreux dîner, les choses empirèrent rapidement. Nancy ne se contentait plus de faire porter à Emeka les vêtements de William. Elle commença à le traiter comme si c'était vraiment son mari. Elle l'appelait « mon chéri » devant les domestiques. Elle lui demandait son avis sur la gestion de la plantation, attendant qu'il réponde comme l'aurait fait William. Quand Emeka restait silencieux, elle se mettait en colère, puis fondait en larmes. « Pourquoi tu ne me parles plus? Pourquoi tu es devenu si distant ?» Les domestiques étaient horrifiés. Martha essaya encore une fois d'intervenir. « Madame Nancy, s'il vous plaît, écoutez-moi. Cet homme n'est pas le maître William. Vous le savez au fond de vous. Vous devez le laisser retourner aux écuries, reprendre sa vie normale. » Nancy la gifla. Martha porta la main à sa joue, choquée. En 30 ans de service, Nancy ne l'avait jamais frappé. « Ne me dis jamais ce que je dois faire dans ma propre maison. Jamais. Tu m'entends ?» Martha baissa la tête et sortit en silence. Dans la cuisine, elle pleura pour la première fois depuis des années. La douce Nancy qu'elle avait connue disparaissait jour après jour, remplacée par quelqu'un qu'elle ne reconnaissait plus. Emeka vivait un cauchemar éveillé. Nancy exigeait qu'il dorme dans le fauteuil de sa chambre chaque nuit. Elle s'endormait en murmurant le nom de William, et lui restait là, figée, n'osant pas bouger de peur de la réveiller. Un soir, elle alla encore plus loin. Elle lui demanda de s'allonger sur le lit, à la place où William dormait. Emeka refusa pour la première fois. « Madame, je ne peux pas. Ce n'est pas bien. »« Va. Qu'est-ce qui n'est pas bien? C'était la place de mon mari, et tu es... » Elle ne finit pas sa phrase, mais ses yeux disaient tout. Dans son esprit dérangé, Emeka était devenu William. La frontière entre réalité et illusion s'était complètement effacée. « S'il vous plaît, madame, » supplia Emeka. « Je ne suis pas le maître William. Je suis juste Emeka. Laissez-moi partir. » Nancy le gifla violemment. « Tu es qui je dis que tu es. Tu feras ce que je te dis de faire. » Emeka s'allongea sur le lit, le corps tremblant. Nancy s'installa à côté de lui, posant sa tête sur son épaule comme elle le faisait avec William. Emeka fixait le plafond, les poings serrés, sentant son cœur battre si fort qu'il pensait qu'il allait exploser. Cette nuit-là fut la plus longue de sa vie. Nancy s'endormit contre lui. Mais il resta éveillé jusqu'à l'aube, terrifié à l'idée que quelqu'un entre et les trouve ainsi. Un esclave noir dans le lit d'une femme blanche. Peu importait que ce soit contre sa volonté, personne ne le croirait. On le tuerait sur le champ. Les rumeurs sur le comportement étrange de Nancy Anderson se propagèrent rapidement dans toute la région. Le scandale atteignit Charleston, où son frère Thomas Beaufort reçut une lettre alarmante du contremaître Higgins. Thomas, homme imposant de 40 ans habitué à gérer les crises familiales, fit le voyage jusqu'en Alabama 3 jours plus tard. Ce qu'il découvrit le choqua profondément. Nancy tenait la main d'Emeka dans le salon, l'esclave portant les vêtements de William, et sa sœur lui parlait comme si de rien n'était. Quand Thomas exigea des explications, Nancy refusa de voir le problème. Pour elle, Emeka l'aidait simplement dans la maison. Le fait qu'il porte les habits de son défunt mari lui semblait parfaitement normal. La confrontation devint violente. Thomas traita Emeka de simple esclave noir, affirmant que Nancy se rendait ridicule. Sa sœur le gifla alors, un geste qui le stupéfia. Jamais elle ne l'avait frappé auparavant. Nancy lui ordonna de quitter sa maison et de dire à leur père qu'elle allait bien. Thomas partit, mais pas avant d'avoir demandé à Higgins et Martha de surveiller Nancy et de lui écrire si la situation empirait. Il retourna à Charleston avec un sentiment d'impuissance face à la descente de sa sœur dans la folie. Les semaines suivantes marquèrent le point de non-retour. Nancy ne quittait plus la maison, passant ses journées enfermée avec Emeka. Elle organisait des conversations imaginaires avec lui, lui demandant de donner des ordres à Higgins comme l'aurait fait William. Quand Emeka restait silencieux, elle répondait elle-même d'une voix différente, imitant son défunt mari. Les domestiques assistaient à ces scènes avec horreur. Nancy présentait désormais Emeka aux rares visiteurs comme son mari, provoquant confusion et indignation.
Martha, désespérée, fit appeler le docteur Pemberton. Le médecin de famille tenta d'examiner Nancy, mais elle refusa de le voir sans la présence d'Emeka. Le docteur diagnostiqua une mélancolie aiguë. Il expliqua que le chagrin avait fait perdre pied à Nancy et qu'elle avait besoin de soins qu'il ne pouvait fournir sur place. Il parla à Martha d'établissements spécialisés, des asiles pour les familles de bonne société confrontées à ce genre de problème. Le pauvre Emeka, selon lui, était pris au piège dans la folie de sa maîtresse, et cette situation ne servait personne. Martha écrivit immédiatement à Thomas, qui revint avec leur père, Richard Beaufort. Le patriarche, homme austère, qui avait bâti sa fortune dans le commerce du coton, fut horrifié. Nancy ne ressemblait plus à sa fille. Ses cheveux étaient mal coiffés, ses robes froissées, son visage pâle et amaigri. Et partout où elle allait, Emeka la suivait comme une ombre, vêtue des habits de William, l'air d'un condamné. Richard tenta de raisonner sa fille, lui ordonnant de venir à Charleston pour se reposer et recevoir des soins. Nancy refusa catégoriquement. Quand son père lui cria que William était mort et enterré, qu'elle avait perdu la raison, Nancy poussa un hurlement horrible qui glaça tout le monde. Elle se jeta sur Emeka, s'accrochant à lui comme une noyée, le suppliant de dire à son père qu'il était William. Richard et Thomas durent arracher Nancy de force. Elle se débattait, griffait, mordait même. Le docteur Pemberton lui administra finalement un sédatif. Pendant qu'elle sombrait dans le sommeil, elle murmurait encore et encore le nom de William. Une réunion se tint dans le bureau de William. Richard Beaufort, Thomas, le docteur Pemberton, le juge Henderson et plusieurs planteurs influents devaient décider du sort de Nancy. Le verdict fut unanime. Elle ne pouvait rester là. Son état mental s'était trop détérioré. Le juge Henderson mentionna un établissement discret près de Richmond, conçu pour les familles de bonne société confrontées à ce genre de problème. La question de la plantation fut réglée rapidement. Thomas s'en occuperait en attendant le rétablissement de Nancy. Mais restait le problème d'Emeka. Après un silence gêné, Richard trancha. L'esclave devait être vendu et envoyé loin. Tant qu'il serait là, Nancy ne pourrait jamais guérir. Elle le verrait, et l'illusion recommencerait. Il serait vendu aux enchères à Montgomery la semaine suivante. Ce qu'ils ignoraient, c'est qu'Emeka écoutait dans le couloir. Il avait tout entendu. La panique s'empara de lui. Être vendu signifiait être séparé des quelques personnes qu'il connaissait, être envoyé peut-être vers un maître cruel ou dans les champs de canne à sucre de Louisiane, où l'espérance de vie se comptait en années. Pire encore, l'histoire de Nancy et lui le suivrait. Les gens ne retiendraient pas qu'il était une victime. Ils se rappelleraient qu'il avait partagé la chambre d'une femme blanche, porté les vêtements de son défunt mari. Dans le sud de 1852, c'était une condamnation sociale, et peut-être une condamnation à mort. Cette nuit-là, Emeka prit la décision la plus importante de sa vie. Il devait fuir vers le nord, vers la liberté. C'était sa seule chance de survie. Il attendit que tous dorment. Nancy était enfermée sous sédatif, Richard et Thomas dans les chambres d'amis, les domestiques retirés dans leur quartier. Emeka glissa hors de sa chambre pieds nus, descendit l'escalier en évitant la 5e marche qui grinçait. Dans la cuisine, il trouva du pain, du fromage et une gourde d'eau. Martha les avait laissés là exprès. Elle savait. Il sortit par la porte de derrière sous une lune presque pleine. Trop de lumière, mais il n'avait pas le choix. Les esclaves encore éveillés le regardèrent partir sans un mot. Il savait, et il ne dirait rien. Emeka atteignit la limite de la plantation et se mit à courir. Il connaissait le territoire, tous les chemins, toutes les rivières. Son plan était simple, suivre la rivière Alabama vers le nord, éviter les routes principales, voyager de nuit, se cacher de jour. Les chiens viendraient, Higgins organiserait une chasse, mais il avait quelques heures d'avance. Le lendemain matin, Martha découvrit son absence. Higgins rassembla chasseurs et chiens. Richard était furieux. Les chiens prirent la piste facilement jusqu'à la rivière, puis la perdirent. Emeka avait marché dans l'eau pendant des miles, masquant son odeur. Pendant 3 jours, les chasseurs ratissèrent la région sans succès. Au bout d'une semaine, Richard abandonna. Il devait régler des choses plus importantes, notamment l'internement de Nancy.
Quand Nancy se réveilla le 3e jour après la fuite, elle demanda immédiatement à voir Emeka. On lui annonça qu'il s'était enfui. Elle eut une crise de nerfs si violente qu'il fallut 3 hommes pour la maîtriser. Elle hurlait qu'ils avaient chassé William, qu'il était revenu et qu'ils l'avaient chassé. Le docteur Pemberton lui administra une dose massive de laudanum. Le lendemain, Nancy fut emmenée vers Richmond en voiture, accompagnée de Thomas et d'une infirmière. Elle regardait par la fenêtre d'un air absent, les yeux vides. À l'établissement, elle fut installée dans une chambre avec vue sur un jardin. Les médecins tentèrent divers traitements. Bain froid, saignée, repos complet. Rien ne l'atteignait. Elle passait ses journées près de la fenêtre, murmurant le nom de William, attendant qu'Emeka revienne. Emeka voyagea pendant 8 semaines. Il dormait le jour dans des grottes ou des granges abandonnées, marchait la nuit. Il évitait les villes, traversait les rivières, se nourrissait de ce qu'il trouvait. Il suivait l'étoile du Nord, comme les vieux esclaves le lui avaient appris. Le voyage fut épuisant. Il faillit être pris 2 fois, près de Nashville et dans le Kentucky, mais réussit à s'échapper. Il rencontra d'autres fugitifs qui partageaient informations et ressources. Un vieil homme lui parla du chemin de fer clandestin et des maisons sûres où des abolitionnistes aidaient les esclaves en fuite. Emeka trouva sa première maison sûre dans un village du Kentucky. Une femme coiquée le cacha 3 jours, nourrit, soigna ses pieds écorchés, lui donna de nouveaux vêtements et des instructions pour la prochaine étape. Après 8 semaines, il atteignit enfin la rivière Ohio. Il la traversa de nuit sur un radeau de fortune. L'eau était froide, le courant fort, mais il pagailla avec détermination. Quand il posa le pied sur la rive nord, il tomba à genoux et pleura. Pour la première fois de sa vie, il était libre. Emeka s'installa à Cleveland, travaillant dans les docks sous le nom de John Freeman. Il ne parla jamais de Nancy Anderson, ni des mois étranges où il avait dû vivre dans la peau d'un mort. Il se maria, eut 3 enfants, leur parla de l'esclavage et de sa fuite, mais jamais des détails de ses derniers mois en Alabama. Nancy resta 2 ans à l'établissement de Richmond. Les traitements n'eurent aucun effet. Elle continuait à parler à William, à demander après Emeka. Parfois elle semblait lucide, puis replongeait dans son délire. Un matin de printemps 1854, on la trouva morte dans son lit. Martha savait la vérité. Nancy était morte de chagrin. Elle fut enterrée à côté de William. La plantation fut vendue. Les esclaves dispersés. Avec le temps, le souvenir s'effaça. Seule Martha, devenue libre après la guerre civile, raconta parfois l'histoire. Une histoire d'amour déformée par la mort, de folie née du deuil, et d'un homme qui avait fui pour échapper à l'ombre d'un fantôme. Emeka vécut jusqu'en 1897. Sur son lit de mort, il murmura ces derniers mots. « Je ne suis pas William. Je ne l'ai jamais été. Je suis Emeka. Je suis moi-même. » Puis il ferma les yeux, enfin en paix, débarrassé du fantôme qu'on avait voulu faire de lui.